Chaque agence officielle de la faune sauvage des États-Unis, sans exception, a publié un jour une déclaration formelle pour nier l'existence d'un animal précis. La panthère noire. Le Missouri l'a écrit noir sur blanc. Le Tennessee aussi. Le Colorado, le Texas, presque mot pour mot. Et voilà la question que personne ne pose vraiment. Pourquoi une administration publique prendrait-elle la peine de démentir officiellement une créature que, selon elle, personne ne voit jamais? On ne rédige pas un communiqué pour réfuter ce qui n'existe pas dans l'imaginaire collectif. On le rédige quand les rapports s'accumulent depuis si longtemps qu'il devient impossible de les ignorer. Et ces rapports ne viennent pas de quelques rêveurs isolés. Ils viennent de gardes-chasse, de biologistes de terrain, de familles entières qui racontent, génération après génération, avoir vu la même silhouette traverser le même bout de forêt. Et le flux n'a jamais cessé. Depuis 40 ans, des chasseurs perchés dans leur mirador, des fermiers au lever du jour, des agents forestiers, des policiers de la route avec leurs caméras de bord, décrivent tous la même silhouette, grande, féline, entièrement noire, traversant des territoires où, d'après chaque inventaire officiel des espèces, un tel animal ne devrait tout simplement pas se trouver. Les explications n'ont jamais totalement résolu le mystère, et même les agences l'admettent, dans une formulation prudente qui en dit long. Aucun puma mélanique n'a été documenté par la science. Ce n'est pas la même chose que dire qu'il n'existe pas. La nuance est minuscule, mais elle change tout. Pour comprendre pourquoi cette nuance existe, il faut remonter à 2003 dans un laboratoire de génomique aux Instituts nationaux de la santé. Une équipe dirigée par le chercheur brésilien Eduardo Eiziric y a publié une découverte qui allait tout reconfigurer. Chez le jaguar, le mélanisme, cette pigmentation totalement noire, provient d'une mutation précise, une délétion de 15 paires de bases sur le gène MC1R. Et le détail crucial, celui qui change toute l'équation, c'est que cette mutation est dominante. Il suffit d'une seule copie du gène, transmise par un seul parent, pour produire un animal intégralement noir. Une étude publiée en 2020 a estimé qu'environ un jaguar sur 10 dans le monde porte cette variante génétique. Le mécanisme biologique existe. Il est documenté, mesuré, publié dans des revues scientifiques sérieuses. La seule question qui reste, ce n'est pas si l'animal noir est possible. C'est où, exactement, se trouve la distance entre un jaguar mélanique confirmé et les montagnes du sud-ouest américain, où les témoignages de félins noirs s'accumulent depuis des décennies. Pour répondre à ça, il faut regarder une région qu'on appelle les îles du Ciel, dans le sud de l'Arizona et le sud-ouest du Nouveau-Mexique. Ce ne sont pas de simples montagnes. Ce sont des écosystèmes isolés, des forêts qui surgissent brutalement du désert, chacune fonctionnant presque comme un monde à part, mais toutes reliées entre elles par des couloirs de prairies que les grands mammifères empruntent depuis des milliers d'années sans interruption. Les écologistes appellent cette formation l'archipel madréen. Et cet archipel n'est que l'extrémité nord d'un corridor biologique continu qui descend vers le sud à travers la Sierra Madre occidentale jusqu'au cœur même du territoire confirmé du jaguar au Mexique. Ce corridor ne connaît pas la frontière internationale. Il se rétrécit là où des routes et des barrières viennent le comprimer. Il survit là où il le peut encore. Et il continue lentement à faire remonter vers le nord des individus, des gènes et la possibilité d'animaux que personne n'a encore photographiés. Le jaguar, historiquement, remontait jusqu'au Grand Canyon et pendant le Pléistocène jusqu'au Wyoming. Ce sont des campagnes d'élimination des prédateurs au début du 20e siècle qui ont coupé net la population américaine en quelques décennies seulement. Le territoire, lui, n'a pas changé. On a simplement retiré les animaux qui s'y trouvaient. Mais le corridor, comprimé, jamais totalement fermé, est resté. Ce déclin n'a rien d'abstrait. Il a des dates, des noms, des lieux précis. En 1903, près de Goldthwaite, au Texas, un chasseur nommé Homer Brown a abattu un jaguar consigné dans le relevé biologique officiel de l'État, publié 2 ans plus tard. Les décennies suivantes ont effacé cette présence, une à une. En 1963, dans les montagnes White, en Arizona, un chasseur a tué la dernière femelle jamais documentée aux États-Unis. Sans femelle reproductrice, l'espoir d'une population stable s'est éteint avec elle. En 1969, l'Arizona a finalement interdit la chasse aux jaguars. Trop tard. Entre cette interdiction et le tournant du siècle, seuls 2 individus ont été formellement documentés sur le sol américain, et les 2 ont été tués. Un mâle abattu en 1971 près de la rivière Santa Cruz par 2 adolescents partis chasser le canard. Un autre encerclé par des chiens en 1986 dans les montagnes Dos Cabezas. Puis, en 1996, tout a changé. Un éleveur de l'Arizona, Warner Glenn, est tombé sur un jaguar acculé sur une corniche rocheuse dans les montagnes Peloncillo. Au lieu de tirer, il a photographié l'animal et l'a laissé repartir. Ce geste a marqué le début de l'ère moderne de la recherche sur le jaguar américain. Quelques années plus tard, l'ancien chasseur devenu chercheur Jack Childs installait ses premières caméras de piste
montrant les premières images d'un mâle surnommé Macho A. Le jaguar n'avait jamais vraiment disparu du territoire. Il avait simplement cessé d'être chassé assez souvent pour qu'on continue à le voir. Et ce que ce corridor transporte encore, une histoire récente vient le prouver avec une précision troublante. Entre 2011 et 2015, un jaguar mâle, identifié grâce au motif unique de ses rosettes, a été photographié plus de 100 fois dans les montagnes Santa Rita, en Arizona, à moins de 50 km de Tucson. On l'a surnommé El Jefe, le patron. Sur chaque image, sans exception, son pelage était tacheté. Puis, en 2015, il a disparu des relevés américains. Plus aucune trace. Pendant 6 ans, silence complet. Jusqu'en 2021, où une caméra de surveillance posée au cœur du Sonora, au Mexique, a capturé son image à nouveau. Les analystes ont confirmé son identité grâce à ses rosettes. Il était vivant, à 190 km de son dernier point connu. Le corridor l'avait gardé, invisible, pendant 6 années entières, sans qu'aucune agence, aucun chercheur ne sache où il se trouvait. Si un animal documenté, photographié plus de 100 fois, a pu disparaître ainsi pendant 6 ans en plein territoire surveillé, que dire d'un animal qui n'a jamais été photographié une seule fois et dont la couleur même du pelage le rend plus difficile à repérer dans l'obscurité? Et El Jefe n'est pas un cas isolé. Un autre mâle, repéré fin 2016 dans les montagnes Huachuca, à la frontière même de l'Arizona, a été surnommé Yo'oko. Photographié à plusieurs reprises en 2016 et 2017, son identité confirmée par le motif de ses rosettes, il a lui aussi disparu des relevés. Mais cette fois, contrairement à El Jefe, le silence n'a pas été suivi d'un retour. En 2018, une photographie d'une peau de jaguar est parvenue aux autorités de la faune de l'Arizona. L'analyse des rosettes a confirmé ce que personne ne voulait entendre. C'était Yo'oko. Selon un éleveur de la région, l'animal aurait été piégé et tué quelques mois plus tôt, du côté mexicain de la frontière, probablement par un chasseur engagé pour éliminer un puma s'attaquant au bétail et qui aurait capturé le mauvais félin. Tuer un jaguar reste illégal des deux côtés de la frontière. Mais dans un territoire aussi vaste et aussi peu surveillé, l'identité de celui qui a tiré n'a jamais été établie. Ce que révèle le cas de Yo'oko, c'est à quel point la confirmation elle-même tient du hasard. Sans cette photographie transmise par un intermédiaire, sa mort serait restée, comme tant d'autres sans doute, un simple silence dans le registre. Depuis 1996, 9 jaguars individuels ont été formellement confirmés dans le sud de l'Arizona et le sud-est du Nouveau-Mexique. Les 9 étaient tachetés, aucun n'était noir. Cette absence a une forme précise et elle ne se reproduit pas de la même façon partout sur le continent. Plus à l'est, dans le Mississippi, le Tennessee, les Carolines et même en Ontario, les agences de la faune reçoivent chaque année des dizaines de rapports de félins noirs. Des chasseurs perchés en hauteur, avec une ligne de vue parfaitement dégagée. Des techniciens qui accèdent à des zones reculées pour entretenir des lignes électriques. Des policiers dont la caméra embarquée capte une silhouette sombre traversant une route rurale avant l'aube. La réponse officielle, dans chaque État, reste identique, mauvaise identification. Mais l'espèce confondue n'est presque jamais précisée. Et les descriptions, elles, sont d'une cohérence troublante. Toujours noir, jamais fauve, jamais gris, jamais tacheté. Cette constance chromatique, répétée pendant 40 ans, par des milliers de témoins qui ne se connaissent pas, dans des régions complètement déconnectées les unes des autres, c'est soit une erreur de perception massive et systématique, soit c'est un motif réel. Et certains chercheurs qui ont analysé ces données l'ont souligné eux-mêmes. Expliquer un tel volume de témoignages uniquement par la confusion exigerait un taux d'erreur difficile à croire, même chez des professionnels habitués au terrain. Pour comprendre comment un animal aussi grand peut échapper à la science pendant si longtemps, il existe un précédent qui ne relève d'aucune théorie marginale. C'est celui de l'ocelot. Cet autre félin sauvage occupait autrefois tout le sud des États-Unis, de l'Arizona jusqu'en Louisiane. À la fin du 20e siècle, sa population américaine s'était effondrée à moins de 100 individus, concentrés dans 2 poches isolées de la vallée du Rio Grande. Et le plus troublant, c'est que l'ocelot n'a jamais disparu lors d'un événement précis qu'on pourrait pointer du doigt. Sa population s'est simplement contractée, année après année, en dessous du seuil que les méthodes de surveillance de l'époque étaient capables de détecter. Un prédateur entier, nocturne, avec un territoire de quelques kilomètres carrés seulement, était devenu, statistiquement, presque invisible, simplement parce que les outils utilisés pour le chercher n'avaient pas la résolution nécessaire. Maintenant, imaginez appliquer ce même problème à un animal dont le territoire est 20 fois plus vaste, dans un relief 20 fois plus accidenté, à la marge d'une aire de répartition qui traverse une frontière internationale sans aucun protocole commun. L'absence d'un spécimen confirmé ne devient plus une preuve d'absence. Elle devient la conséquence prévisible de la façon dont les bœufs relevés sont conçus et de l'endroit où on choisit de les déployer. Ce qui rend ce motif mécaniquement plausible,
c'est la façon dont fonctionne la mutation génétique découverte par Eyzeric. Elle agit comme une mutation à gain de fonction, augmentant la production de pigments noirs sur tout le pelage jusqu'à effacer complètement la visibilité des rosettes. Et parce qu'elle est dominante, elle se propage bien plus vite qu'une mutation récessive. Quand un jaguar mélanique se reproduit avec un individu tacheté, environ une portée sur deux donnera naissance à des petits entièrement noirs. Dans la population la plus proche de la frontière, concentrée dans l'État du Sonora, des individus mélaniques ont déjà été photographiés par des réseaux de caméras locaux, leur territoire documenté s'étendant à quelques kilomètres de la frontière internationale. Et les jaguars mâles en marge de leur territoire sont des disperseurs connus. Certaines études ont enregistré des déplacements allant jusqu'à 5 fois le rayon normal de leur territoire. La distance entre des jaguars mélaniques confirmés dans le nord du Sonora et les montagnes du sud-est de l'Arizona? Moins de 200 km selon les estimations les plus conservatrices. Mais alors, si la génétique le permet et que la distance est si courte, pourquoi aucun spécimen physique n'a-t-il jamais été retrouvé du côté américain? La première partie de la réponse, c'est la couverture du terrain. Une étude menée en 2022 par un consortium incluant la Wildlife Conservation Society et le Service géologique des États-Unis a identifié, en Arizona et au Nouveau-Mexique, une surface d'habitat favorable aux jaguars à peu près équivalente à la taille de la Caroline du Sud, un territoire qui n'avait même pas été intégré dans le plan officiel de rétablissement publié en 2019 et qui n'est soumis à aucune surveillance systématique. Une des organisations les plus actives de la région entretient plus de 70 caméras de piste le long du corridor reliant deux chaînes de montagnes. 70 caméras sur un territoire mesuré en centaines de milliers d'hectares, ce n'est pas une surveillance, c'est au mieux un échantillon. La deuxième partie de la réponse, c'est la classification. Un témoignage venant d'un État situé hors de la zone reconnue du jaguar est presque automatiquement classé comme erreur d'identification, avant même qu'une enquête soit menée. Cette classification ne repose pas sur une preuve de terrain, mais sur une attente géographique. Un animal aperçu au Tennessee ne peut pas être un jaguar parce que, officiellement, les jaguars ne sont pas censés se trouver au Tennessee. Des biologistes ont eux-mêmes pointé le caractère circulaire de ce raisonnement, mais cela n'a jamais modifié les protocoles standards. Et la troisième partie, c'est la conservation des preuves elles-mêmes. Les grands félins, en territoire isolé, ne meurent presque jamais dans des endroits accessibles. Même dans des populations intensivement suivies par GPS en Californie, récupérer une carcasse avant que les charognards et la décomposition n'effacent toute trace de la cause du décès exige une intervention rapide, souvent aérienne. Dans un territoire non surveillé, sans aucun signal de collier pour alerter une équipe de recherche, cette récupération n'a simplement jamais lieu. Un jaguar mélanique qui se déplacerait, non détecté, à travers ces montagnes reculées, ne serait jamais signalé mort. Il ne serait jamais retrouvé. Le même terrain qui dissimule ses déplacements dissimule sa disparition avec la même efficacité absolue. Il faut le dire avec honnêteté, tous les témoignages ne désignent pas forcément un jaguar. Certains naturalistes avancent d'autres candidats, plus discrets mais bien réels. Le jaguarondi, par exemple, un petit félin sauvage à la silhouette allongée et au pelage brun foncé ou gris charbon, natif du Texas. Vu en mouvement, au crépuscule, traversant une route à pleine vitesse, sa silhouette fine et sombre peut facilement être confondue avec celle d'une grande panthère noire. D'autres pointent vers le bobcat mélanique rare mais documenté ou vers des chats domestiques retournés à l'état sauvage, dont la taille est presque toujours surestimée par un témoin sous le choc. Ces explications couvrent sans doute une partie réelle du phénomène, mais elles ne couvrent pas tout. Un jaguarondi ne dépasse jamais 60 cm au garrot. Une partie significative des témoignages, ceux qui décrivent un animal de la taille d'un labrador ou davantage, au corps massif et à la démarche lourde, ne correspond à aucun de ces candidats plus modestes. Ce sont précisément ces témoignages-là qui ramènent systématiquement la conversation vers la même hypothèse génétiquement plausible et jamais formellement écartée. Et pourtant, le communiqué officiel reste écrit exactement de la même façon depuis des décennies. Aucun puma mélanique n'a jamais été documenté par la science sur l'ensemble de son territoire. Cette phrase est exacte, à la lettre. Elle décrit fidèlement ce que les caméras ont capté, ce que les carcasses récupérées ont révélé, ce que les échantillons génétiques soumis au laboratoire ont confirmé. Mais L.J. Fay, lui, a vécu en Arizona pendant 4 ans avant qu'une poignée de chercheurs ne s'en aperçoivent. Il a ensuite disparu du registre pendant 6 longues années pour être retrouvé vivant à 190 km de là, sans la moindre explication. 9 jaguars tachetés ont traversé la frontière depuis 1996, en passant par un corridor directement connecté à des populations qui portent, elles, le gène dominant de la pigmentation noire. La question qui a généré 40 années de démentis officiels dans presque chaque agence de la faune du pays garde exactement la même forme qu'au premier jour. Le corridor est ouvert. Il l'a toujours été. Et ce qui y entre n'a jamais demandé la permission à personne. Le registre de ce qu'il transporte n'est, finalement,
jamais plus complet que les caméras qu'on a bien voulu poser sur son chemin. Et tant qu'une seule de ces montagnes restera sans surveillance, la phrase officielle pourra continuer à être vraie, exactement comme aujourd'hui, sans jamais être la fin de l'histoire.